images, en combinant les signes et en essayant de les réinventer. Autre tour et autre élément qui a toujours beaucoup compté pour nous, et à un moment nous nous sommes rendus compte que c'était particulièrement déterminant dans nos imaginaires, c'est la ville de Bruxelles. Au cœur de la ville de Bruxelles, le palais de justice, à une époque le plus haut bâtiment de la ville, supplanté plus tard par des tours, ici représentées métaphoriquement par François. Nous avions le sentiment qu'au fond, dans cette ville imparfaite, à demi détruite, auto-détruite, sans bombardement, qu'est Bruxelles, il y avait comme la nécessité de réinventer une cohérence qui n'était pas là, et que sans doute toutes nos villes imaginaires, toutes nos cités obscures avaient pris des petits morceaux à Bruxelles en les agrandissant, en les transformant. Et nous avons eu envie de mettre cette ville au cœur d'un album qui s'est appelé Bruxelles. Bruxelles, c'est une orthographe un peu différente, c'est ni l'orthographe flamande, ni même l'orthographe allemande ou anglaise, ni l'orthographe française, c'est une orthographe mixte pour cette ville internationale. Bruxelles, avec des trémas, un seul S, et donc un double décalé, où certains éléments rappellent très très fortement la ville de Bruxelles, et où d'autres peuvent emprunter à d'autres traditions. Et qu'est-ce que c'est que cette ville de Bruxelles? C'est la ville travaux, c'est la ville chantier, c'est la ville qui ne s'aime pas, c'est la ville qui se trouve provinciale et qui veut se réinventer comme une grande capitale, en allant prendre des modèles partout. Chose qui est arrivée à la ville de Bruxelles, au nom de l'exposition universelle de 1958, célèbre atomium, mais qui est arrivé à différentes époques, notamment un grand projet urbanistique qu'il y avait eu pour le quartier nord de Bruxelles et qui avait été baptisé Plan Manhattan. Plan Manhattan, c'était un nom un peu terrible, d'abord par la référence et l'alignement évidemment sur une ville d'une toute autre échelle, mais aussi parce que, et sans doute les politiciens bruxellois ne le savaient-ils pas, le Plan Manhattan, c'est le nom de code du projet de bombe atomique qui a été fabriqué à Los Alamos pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était une façon pour la ville de désigner un risque d'autodestruction tout à fait majeur. C'était comme un lapsus. Donc, nous prenons ici une petite ville, vraiment, quelques quartiers de Bruxelles, quelques rues de Bruxelles ressemblent encore à ça, une ville avec sa rivière. Il y avait une rivière à Bruxelles, la Seine, qui a disparu par la suite. Une ville avec ses maisons un peu pittoresques, sa pluie, qui ne vous étonnera pas, et là, un personnage, un fleuriste, Constant Mapes, qui a hérité du magasin de fleurs de ses parents, qui eux-mêmes avaient repris le magasin de fleurs de leurs parents. Et cet homme aime le progrès, il rêve du progrès, il croit à l'électricité, il croit au plastique, et il va remplacer toutes les fleurs de son magasin et toutes les plantes par des plantes en plastique, des plantes impérissables. Ça, c'est sa situation au début de l'histoire. Il sympathise avec un médecin très âgé, mais passionné par le progrès, qui lui croit à l'électricité et qui pense que l'électrothérapie va permettre de tout résoudre, même l'alimentation. Et ces deux hommes sont persuadés que leur ville de Bruxelles est une ville vieillotte, médiévale, et que cette ville a absolument besoin de se repenser. Alors, soutenu par un promoteur particulièrement corrompu et très ami des autorités politiques, on décide de synchroniser tous les travaux qui vont permettre à la ville de rattraper d'un coup son retard. Et le promoteur persuade les autorités que cette simultanéité des travaux va représenter une économie absolument conséquente. Alors on commence, là ce n'est pas vraiment une économie, par réaliser une maquette de la future ville à une échelle absolument démente. Et évidemment, c'est très très combattant. Il y a des scènes avec un personnage qui a une maquette d'un immeuble, mais sa maquette d'immeuble est déjà tout à fait hors d'échelle parce qu'on a décidé de passer beaucoup plus grand, et le temps qu'il réalise sa propre maquette, elle est périmée. Et donc la ville est en train de se construire à toute vitesse et va bouleverser la vie de ce fleuriste, ne pas lui permettre de rouvrir son magasin, et puis surtout il va être pris d'une toute tenace qui va le faire enfermer dans le grand hôpital, encore en construction, encore en plein chantier, où tout le monde se perd, et où l'électrothérapie ne parviendra pas à avoir tous les miracles, tous les désirs. Donc c'est aussi une fable, comme nos autres histoires sont des fables, peut-être un album un peu plus grinçant, un peu plus humoristique que les précédents. Nous, on a toujours beaucoup ri en inventant nos histoires, mais pendant longtemps, on était les seuls à rire. Et à partir de Bruxelles, il est arrivé qu'un conducteur sourit ou
Méry aussi voit qu'il y avait une dimension peut-être un petit peu moins sérieuse que le dessin de Françoise Skelton ne peut le faire croire. Et donc le temps passe, les travaux connaissent quelques contrariétés, la maquette elle-même prend l'eau de toutes parts, et évidemment notre fleuriste qui croyait tellement au progrès, à la science, au plastique, va évoluer, disons un petit peu. On se situe là au début des années 90. On peut dire que toute une première période de notre travail est probablement très marquée par la fin du modernisme et la critique des grandes utopies modernistes, et qu'à partir je dirais sans qu'on l'ait vraiment enregistré ou voulu nous-mêmes, mais qu'à partir de la chute du mur de Berlin, de transformation, etc., ce monde imaginaire a probablement ressenti aussi des évolutions qui se sont faites autour de nous, et que le modernisme étant moins triomphant, il est devenu beaucoup moins nécessaire pour nous de prolonger cette critique qui culminait dans l'album Bruegel. Et peu à peu, même si on est resté fidèle au thème des cités obscures, les personnages ont pris davantage de poids, davantage de place, et vous le verrez aussi dans le dessin, l'échelle même du dessin se modifie. On va voir de plus en plus de plans rapprochés sur les personnages, alors que pendant La Fièvre du Rubicon ou même La Tour, généralement le personnage est perdu, pris dans un univers beaucoup plus grand que lui. Ici, L'Enfant penché, qui est une des histoires peut-être dont on reste le plus heureux, montre une famille qui arrive dans la ville d'Alaxis, une ville toute vouée au plaisir, une sorte de Venise des cités obscures, où il y a un immense parc d'attractions. Et donc il y a là le parent, le père, l'industriel extrêmement sérieux, sévère, qui a dû promettre cette attraction à ses deux enfants depuis très longtemps, et donc on voit à droite leur fille, Méry. Ils vont aller dans une attraction insensée, on l'entrevoit ici, des sortes de montagnes russes qui passent à travers tout, qui sont dignes d'un Las Vegas revisité par Jules Verne. Et en sortant de cette attraction, la jeune Méry se retrouve penchée, inclinée à 30 degrés à peu près. Elle tient sans problème, mais si on veut la redresser, elle tombe. Alors, consternation du père et de la mère, et du jeune frère, qui sont très très mécontents. Dans ce parc d'attractions, ils deviennent eux-mêmes l'attraction principale, ce qui est une source de confusion et de gêne, rentrent chez eux, honteux et confus, pensant que ça va passer, que le médecin de famille arrivera à rectifier ce qui doit être une simulation. Donc là, voilà, vous voyez, qui tient très bien comme ça, mais qui tombe au moment où on veut la redresser. Et donc, voilà la pauvre Méry placée dans un pensionnat rigide, une maison de redressement. Elle fait sensation au cours de gymnastique, les exercices sur les espaliers, etc., fait des tas de choses invraisemblables, mais évidemment, elle est persécutée par ses camarades, extrêmement malheureuse, mal à l'aise, et va s'enfuir de ce pensionnat en profitant de son handicap pour faire le mur assez facilement, beaucoup plus facilement qu'une autre, devenir une sorte de bête de cirque, enfin évoluer avec toutes sortes d'aventures que je ne vais pas vous dévoiler entièrement, rencontrer des savants qui vont s'intéresser beaucoup à son cas et émettre une hypothèse sur l'attraction particulière qui est la sienne et qui confirme pour un des savants l'hypothèse de l'existence d'une planète inconnue sur laquelle la jeune Méry serait réglée, à laquelle elle appartiendrait. Cette histoire se caractérise par il y a une pluralité de récits, des histoires qui se croisent, et elle se déroule sur une longue période. C'est vraiment un peu un côté roman feuilleton à la Dickens, avec les tribulations de cette malheureuse jeune fille. Et parallèlement, on suit l'histoire d'un peintre qui, après un échec, une exposition, s'est retiré dans notre monde, là, dans un coin perdu de l'Aubrac, a investi une grande maison dont il fait son atelier, qu'il couvre de fresques et qui est hanté par des visions, dont des visions d'une jeune fille qu'il ne connaît pas et qu'il tente de représenter. Et donc, comme vous le constatez, cette histoire, l'histoire du peintre qui court parallèlement, est traitée sous une forme mi-graphique, mi-photographique, avec la complicité d'une grande amie avec qui
j'avais fait plusieurs livres photographiques qui s'appellent Marie-Françoise Plissard. Et donc, François est intervenu sur certaines des photos. Au départ, ce sont quand même des pages photographiques qui mettent en scène ce peintre, et puis, par un détour de son bâtiment labyrinthique, il se glisse dans cet autre monde, dans cet univers du dessin, prend lui-même une texture graphique, et dans un étrange no man's land, va se lier et vivre l'histoire d'amour avec Mary. Malheureusement, ce peintre hanté par ses visions et cette jeune fille entre deux mondes, dans ce no man's land, ne peuvent pas rester longtemps dans le même monde. Ce monde est instable, difficile, et puis le peintre est repris de la nostalgie pour ses peintures et s'en va. Mais simplement au moment où il veut quitter ce monde où il a rencontré Mary, ce monde graphique, la jeune fille lui prend la main au dernier instant pour tenter de le retenir et va imprimer sur sa main photographique des sortes de stigmates, les hachures caractéristiques